14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et je vous propose aujourd'hui d'aborder un sujet qui est évidemment douloureux, difficile pour beaucoup d'entre vous, mais je voudrais malgré tout que ce soit joyeux parce que pour avoir déjà été confrontée comme beaucoup de gens évidemment au deuil, puisque notamment je n'ai plus mes parents, j'ai également perdu des êtres chers, ils sont toujours présents en moi. Je veux dire par là qu'on ne les oublie pas, mais en revanche, il faut parvenir à oublier, ou plus exactement se libérer de la souffrance de les avoir perdus. Et pour évoquer ce sujet qui est quand même assez délicat, je suis en compagnie de Samuel Doc, et si j'ai fait appel à lui, c'est parce que je sais que vous appréciez notre duo pour l'empathie que nous dégageons quand nous sommes ensemble tous les deux. Donc si vous êtes en deuil, si vous souffrez parce que vous venez de perdre quelqu'un, et surtout si vous souffrez encore de la mort d'un proche alors qu'il y a déjà fort longtemps qu'il est parti, je crois que ce serait bien de venir en parler avec nous, parce que je crois que là encore, mettre des mots sur notre douleur, c'est mettre de l'amour. Vous pouvez nous appeler en faisant le 0826 300 300. Samuel Doc, merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que c'est un sujet difficile, mais je crois qu'on peut quand même en parler avec joie de ce sujet. Ah ben oui, vous l'avez très bien dit. Que faire d'autre si ce n'est en parler? Après tout, quand nous perdons un proche, quand nous sommes confrontés au deuil, le seul outil dont nous disposons pour cicatriser la blessure, c'est notre langage. Il n'y a pas d'autre manière, et je trouve que vous l'avez dit avec beaucoup de poésie. Oui, parler. On va essayer en tout cas. Oui. Alors évidemment, la mort, ça nous concerne tous, et j'ai presque envie de dire qu'on n'est plus confronté à la mort une fois qu'on est mort. C'est vrai, c'est très vrai. C'est un sujet, à partir du moment où il nous concerne, il cesse de nous concerner. C'est un curieux paradoxe. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans votre introduction, Brigitte, c'est que vous préfigurez une chose qui est très importante pour les psychologues cliniciens, dont je fais partie. C'est la différence entre le deuil normal et ce qu'on appelle le deuil compliqué ou prolongé, que certains appellent aussi deuil pathologique. Et si vous êtes d'accord, je voudrais proposer à nos auditeurs quelques petits signes qui serviront peut-être aussi de pilote pour l'émission, pour leur permettre de différencier de quoi il est question quand on parle du deuil normal et de quoi il est question quand on parle du deuil pathologique. Alors, je prends un petit peu mes notes. Dans le deuil normal, il y a un début d'intensité émotionnelle qui est certes forte, il y a une tristesse, et je rappelle, c'est tout à fait normal, un choc, une sidération. C'est même inquiétant s'il n'y a pas ce signe-là, parce que ça veut dire qu'on est dans un déni qui cache quand même quelque chose de grave. Absolument, et on parle même d'états stuporeux, d'ailleurs, pour parler de ces états qui ne réagissent pas à la perte. Il y a une évolution qui va être progressive et qui va s'apaiser un peu avec le temps. Il y a un maintien du lien à l'intérieur de soi, et votre introduction le dit très bien, c'est-à-dire que la personne, elle vit à l'intérieur de nous, dans la mémoire, et puis on arrive encore à éprouver du plaisir, à diriger sa libido, son énergie psychique vers d'autres objets. Tout ça, c'est le deuil normal. La tristesse, ce n'est pas une pathologie, vous l'avez très bien formulé dans de nombreuses émissions. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Dans le deuil pathologique, c'est pas la même chose. La douleur, quel que soit le temps qui va passer, elle va rester aussi vive qu'au premier jour. Il va y avoir une vraie rumination, une vraie obsession du défunt. On va éviter, paradoxalement, certains souvenirs. On va essayer de ne pas se confronter à tout ce qui pourrait raviver cette blessure. On constate aussi souvent chez les patients un retrait social. La personne va s'isoler pour encore plus se cloîtrer quelque part avec cette mémoire douloureuse. On va repérer des symptômes somatiques. Voilà, alors ça, je sais aussi que vous avez consacré plusieurs émissions au sujet, des maux de ventre, des maux de dos, des maux dermatologiques. Le corps qui parle. Et bien sûr, des symptômes dépressifs majeurs avec un désespoir profond, une perte de sens. Donc vous voyez bien, ce sont deux choses complètement différentes, avec cette vague qui certes est douloureuse dans le deuil normal, qui porte la personne vers le rivage, si je puis dire, où elle va pouvoir recommencer elle-même à vivre, de cette mer, de cet océan dans laquelle la personne reste complètement noyée avec un mort qui n'est plus là, dans le deuil dit compliqué. Et on connaît, je pense notamment à Nino Ferrer, qui se suicide après la mort de sa mère. Donc on sait que ça peut être très compliqué, un deuil, et que ça peut même provoquer vous parliez de dépression, mais jusqu'à
aller à se donner la mort. Donc c'est pas anodin et on n'est pas égaux face au deuil. Absolument, et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que le deuil compliqué, il parle aussi de la relation bien sûr qu'on avait avec le défunt, mais aussi de nos propres deuils passés. Ginette Rimbaud disait que toute situation de deuil vient réveiller du non symbolisé. Plus on est construit, plus on est assis, plus on a été aimé, plus il sera facile de se détacher. En fait, dans les deuils compliqués, souvent cela vient révéler des problèmes autour de l'attachement, c'est-à-dire autour des tout premiers temps de la vie, quand on était bercé, porté, enveloppé, contenu, sécurisé. C'est ça qui est très intéressant, vous voyez, je trouve. Et je pense à un exemple que j'ai connu, quelqu'un qui curieusement n'avait pas spécialement été marqué par le deuil de sa propre mère et qui au deuil de quelqu'un s'est complètement effondré. Et je lui avais expliqué que c'était une sorte d'après-coup, c'est-à-dire que en fait ça réveillait le deuil le deuil non fait de sa propre mère. Et c'était compliqué de lui expliquer et je suis pas sûre qu'il avait bien compris, mais en tout cas on peut voir ça aussi de temps en temps. Parfaitement, et là je retrouve la freudienne que vous êtes, je le sais, c'est-à-dire avec cette... Faut pas le dire. Vous l'êtes malgré vous, avec cette idée qu'un traumatisme en excave un plus ancien. Et alors, il y a même des facteurs de risque sur le deuil pathologique. On sait que par exemple, s'il y a eu une relation fusionnelle avec le défunt, s'il y a eu un décès brutal, s'il y a un passé de troubles anxieux et de dépression, s'il y a un manque de soutien social, tout ça, ça peut engendrer un deuil dit compliqué. Mais il y en a un qui est très intéressant et je porte cela à l'attention de vos auditeurs, c'est la notion de deuil non reconnu. C'est-à-dire si par exemple une femme ou un homme va perdre son amant ou sa maîtresse, par exemple. C'est-à-dire que là, il vit dans un état de solitude immense sans pouvoir parler à qui que ce soit. Sûr, et ça va créer, ça peut créer cette entité, du deuil pathologique. Et voilà, je ne sais pas si nous aurons des témoignages en ce sens aujourd'hui, mais j'espère, parce que je pense que ça doit être une chose terrible. Et j'en parle parce qu'on va la recevoir dans la deuxième heure, Pascale Brion, qui a écrit ce livre « Quand la mort est traumatique ». Là, elle parle particulièrement des deuils traumatiques et elle nous en parlera dans la deuxième heure, mais elle parle aussi quand on ne retrouve pas le corps. Et ça, c'est vrai que c'est certainement aussi des deuils très compliqués à faire. On avait une auditrice, je me rappelle, qui nous avait appelé parce que vous savez, son père s'était jeté du haut d'un pont et c'est vrai qu'elle espérait tout le temps qu'il revienne quelque part. Donc bien sûr que ça maintient une certaine forme de lien fantasmatique et que c'est très dur. Mais oui, l'émission d'aujourd'hui est absolument indispensable puisque nous allons tous faire des deuils ou nous en avons tous fait. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est le prix à payer pour se lier aux autres. Et je crois, et c'est pour ça que je veux aussi qu'on essaye de la rendre pleine d'amour, cette émission. Je crois que les gens qui sont partis ne sont pas partis de nous. Je veux dire, ils sont en nous et on est ce qu'on est aussi parce qu'on les a connus et qu'on a vécu des années avec. Exact. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'on peut oublier sa souffrance, mais on n'oubliera jamais les êtres qui ont vraiment compté pour nous parce qu'ils nous ont transformés et fait évoluer et ils sont en nous et il suffit de temps en temps de penser à eux pour qu'ils existent encore. Qu'est-ce que je peux ajouter après une chose aussi belle? On va voir ce que nous racontent ceux qui nous écoutent. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 13h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et nous évoquons le deuil, la perte d'êtres chers. Je rappelle que vous êtes docteur en psychopathologie clinique, vous êtes également psychanalyste et donc tout à fait à même à écouter les patients. Et je crois que c'est important. Ça peut être un sujet de thérapie d'aller voir quelqu'un parce qu'on traverse un deuil et que c'est compliqué et qu'on a besoin de pouvoir parler à quelqu'un qui va nous écouter vraiment et qui ne va pas nous dire écoute, t'as qu'à faucon. Exactement, on parle toujours de deuil de toute façon, tout est deuil, ça je suis d'accord, et parfois même des deuils très anciens qu'on croyait dépassés, qu'on croyait résolus et qui en fait ne le sont pas du tout. Oui. Valérie, bonjour, merci de prendre la parole. Bonjour à vous deux, merci de m'écouter. Je vous en prie. Voilà, j'ai 53 ans, j'ai perdu ma maman, ça fait 1 an, il y a une semaine, et j'ai beaucoup de mal à faire le deuil. Enfin, je sais pas si on peut dire faire le deuil, parce que moi j'ai l'impression que plus le temps passe, et plus c'est difficile pour moi. D'accord. Le manque, les habitudes que j'avais avec elle, les coups de fil quotidiens, j'ai beaucoup de mal. Vous voulez dire que vous vous appeliez tous les jours? Oui, tous les jours.
D'accord. Ce qui montre déjà un lien très fusionnel, trop fusionnel, parce que quand on a plus de 50 ans, normalement, on n'appelle pas sa mère tous les jours. Donc, c'est à la fois une mère et puis votre meilleure amie que vous avez perdue. Oui, ouais, c'est ça. Après, je peux pas en parler à beaucoup de gens. Enfin, mon mari, quand j'essaye de lui en parler, lui, il a perdu ses 2 parents. Il me dit, écoute, en gros, on me dit que je suis une petite fille, que je suis redevenue une petite fille. En gros, c'est la vie. Ta maman était âgée, elle avait des pathologies. Tu savais qu'il fallait. Et enfin, pourtant, je suis quelqu'un de costaud dans ma tête. Et là, ma maman, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est dur. Qu'est-ce que vous ressentez de la tristesse? On l'entend bien, mais est-ce que vous avez de la colère? Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous lui en voulez d'être parti? Qu'est-ce que vous diriez? Je me sens coupable du dernier mois où j'étais pas assez présente pour elle. Je l'appelais quand même tous les jours, mais on avait un rituel, c'est que tous les samedis on mangeait ensemble. Bon, j'habitais pas à côté, mais je me débrouillais. Sauf que le dernier mois, le mois de février l'année dernière, j'ai ouvert un commerce, donc je me suis mis à mon compte et j'étais moins disponible pour elle. Et elle est partie 3 semaines après l'ouverture du commerce. D'accord. Je vais laisser Samuel répondre, mais je crois que cette culpabilité, elle parle d'autre chose. Hein. Oui, et puis surtout, de quoi est morte votre maman, s'il vous plaît? Un arrêt cardiaque, mais elle avait pas mal de pathologies. Elle était dialysée depuis 9 ans. Elle avait eu plein de triple pontage. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Parfois, vous savez, alors je vais choquer tout le monde et je crois que je l'aurais jamais fait dans un autre endroit que chez Brigitte. Mais parfois, lorsque comme ça, on a une relation fusionnelle et que tout à coup on prend une distance et que la personne meurt, c'est parfois qu'elle s'autorise à mourir. C'est-à-dire que tout à coup, elle a vu que vous aviez ouvert votre commerce, que vous étiez bien, que vous étiez autonome, que vous étiez devenue indépendante. Et Dieu sait que quand on est une femme encore plus, il faut se battre. Elle vous a vu vous battre. Et ben elle est partie sur la pointe des pieds. En quelque sorte, elle a vu que vous étiez assez grande maintenant pour vous occuper toute seule et qu'elle pouvait vous laisser en paix. Voilà. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ah ouais, et je pense qu'elle devait être drôlement fière de vous. Elle vous l'a dit? Oui, elle me l'a dit. Par contre, moi, j'ai toujours eu du mal à dire je t'aime, malgré le lien fusionnel qu'on avait. Et c'est ce que je regrette. Mais comment je m'en veux? J'aurais dû lui dire la dernière fois que je l'aimais. Mais dites-lui maintenant, Valérie, dites-lui maintenant quelle importance. Elle est en vous, hein, comme je le disais dans l'introduction, et dites-lui maintenant, et répétez-lui autant de fois que vous pouvez. Vous avez des enfants, Valérie? Alors justement, j'ai des enfants, c'est très compliqué. J'ai une grande fille avec qui nous n'avons plus de lien. Et ma fille a été toujours en lien avec ma maman. Et peu de temps avant qu'elle parte, elle m'avait demandé de faire la paix avec ma fille. Voilà. J'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à faire Même pour les obsèques, on s'est revus et j'arrive pas à aller vers ma fille parce qu'il s'est passé des choses. Et je m'en veux aussi de pas faire ce qu'elle m'a dit. Mais je ne peux pas. Mais vous allez pouvoir, maintenant, là, vous avez toutes les clés en main. Valérie, c'est stupéfiant. Tout ce que vous dites là montre que vous avez les clés. Vous aviez une maman qui vous aimait, qui a vu que vous vous en sortiez, qui vous a demandé quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre fille et ce sera même pas le sujet d'aujourd'hui, mais regardez, vous voyez à quel point cette vie est éphémère. On aime, on rit et puis tout à coup on disparaît. Quoi qu'ait fait votre fille, travaillez ce lien-là. Travaillez-le, saisissez-le. Et je partage ce qu'a dit Brigitte, de toute façon, des regrets, on en a tout le temps. De ne pas avoir dit assez je t'aime, de ne pas avoir fait assez ci, assez ça. Ça, je suis totalement d'accord avec Brigitte, c'est une idée fondamentale. Mais Valérie, cette fille, donc, c'est pas la fille de votre mari? Si. Et est-ce qu'elle est encore en lien avec votre mari? Oui. Donc c'est quelque chose d'un peu de l'ordre de rivalité, là. Il y a une petite rivalité féminine entre elle et vous. Je sais pas. Enfin, pour être, je vais essayer d'être rapide. Voilà, ma fille a un compagnon avec qui je ne m'entends pas du tout. Elle s'est mariée il y a 3 ans. Il ne m'a pas invitée à son mariage. Elle a invité mon mari, donc son père, mais elle a dit, vu que maman est tellement désagréable avec son mari, voilà. Elle vous l'a fait payer. Oui, elle l'a épargné, sinon. Je l'ai vraiment payé, Brigitte. Ça fait très mal. D'être exclue d'un événement aussi important. Mais oui, mais là, vous continuez à le payer. Oui.
Oui, parce qu'en plus, je suis privée de mes petits-enfants, je les vois plus. Mais depuis oui, 3 ans. donc faites la paix avec votre fille, au moins pour vous, pour vos petits-enfants, pour votre mère. Et puis ne le faites pas pour elle. Absolument. Vous savez, parfois, c'est ce que font très très bien les diplomates. Soyez un Après, petit peu diplomate. J'ai un autre souci, c'est que je compare. Excusez-moi, Brigitte. Je vous en prie. Je compare le respect et l'éducation que j'ai eue avec ma maman, et je trouve cette nouvelle génération d'aujourd'hui qui se comporte pas avec ses parents comme nous on l'a été avec les nôtres. Enfin pour moi une mère on n'en a qu'une, quoi qu'elle ait fait. Ma mère n'a pas été parfaite, mais je l'ai aimée jusqu'au bout et je l'ai respectée jusqu'au bout. Oui. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est différent. Alors, raison de plus dans ce cas, pour réussir à apaiser un petit peu les choses, à montrer que vous avez la maturité que peut-être votre fille n'a pas, cette hauteur de vue pour pouvoir rebâtir un lien et aussi pour pouvoir transmettre ce que votre mère vous a transmis. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous pourriez être une super grand-mère, je suis sûr, pour vos petits-enfants, vous pensez pas ? Oui. Alors, hop, on se lance et on rebâtit cette relation. Allez. Mais j'avais un lien très fort avec mes petits-enfants jusqu'à cette cassure il y a 3 ans. Bah oui. C'est d'autant plus difficile parce qu'on a vraiment créé un lien. Et j'ai l'aîné de mes 3 petits-fils qui m'écrit régulièrement en cachette de sa mère. Oui, alors il faut vraiment vous réconcilier avec votre fille. Et je vais vous dire une chose, mais ça c'est un secret entre nous, Valérie. De 2 choses l'une. Soit vous aviez raison, c'est un pauvre mec, son mari, et elle va finir par le quitter, et là, elle viendra pleurer dans vos bras. Soit c'est quand même un mec bien, vous vous êtes trompé, et il vaut mieux tout de suite faire comme si vous ne vous étiez pas trompé, parce que sinon vous aurez l'air vraiment bête si dans 30 ans ils sont encore ensemble. Mais c'est vrai en plus. Bah ouais, la Valérie, là, c'est à vous de bouger, hein, urgent. Ouais. Vous voyez, donc vous avez tout intérêt à bouger. Mais faites-le, je vous dis, faites-le de manière diplomatique. C'est-à-dire vous réconciliez avec elle et en vous-même, vous gardez encore cette rancœur. Et elle partira quand vous serez avec vos petits-enfants et que votre fille oubliera et avec le temps, ça passera. D'accord, très bien. Merci pour vos conseils, Brigitte. Je vous en prie. Merci de votre témoignage et merci et bon courage. On fait une petite pause, on se retrouve avec notre Love Conseil. Est-ce qu'on peut obliger son partenaire à consulter ? Avec Samuel Doc, aujourd'hui, nous parlons du deuil des êtres aimés et comment apprendre à calmer sa douleur. Venez participer à l'émission en appelant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, je sais que vous allez répondre non, on peut pas obliger son partenaire à consulter. Je crois que c'est pas très simple. Mais bon, voilà mon love conseil, et puis vous réagirez bien sûr. C'est vrai que parfois le partenaire comprend l'ultimatum et va accepter d'aller consulter un thérapeute, mais finalement, s'il répond à un ultimatum, ça va dépendre de ses motivations profondes. Et s'il y va juste parce qu'il est obligé, il y a une forte chance que ça ne serve à rien. Et donc c'est pas la solution de forcer. Il va venir en visiteur, pensant que tout va bien pour lui et que c'est vous qui avez un problème. Donc voilà, il va être gentil, il va venir, il va assister aux séances, mais fondamentalement, comme il n'a aucune attente et aucun désir de changement, c'est fort possible qu'il ne se passera rien. Il pourrait même penser que c'est vous qui avez besoin de vous plaindre, et puis etc., etc. Donc ça ne sert à rien d'obliger son partenaire à aller consulter. Maintenant, si il entend votre demande et qu'il a vraiment compris et qu'il a plaisir à y aller avec vous parce qu'il pense qu'en effet ça peut-être l'aider, à ce moment-là vous avez raison, vous pouvez y aller à 2. En revanche, c'est toujours intéressant d'aller voir quelqu'un même si on y va seul, parce que de toute façon ça nous fait bouger, ça nous fait avancer, et si on bouge, la relation de toute façon bouge. Donc je crois qu'il faut ne jamais oublier qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide. En revanche, si vous sentez que ça va pas bien, vous pouvez aller consulter. Oui, écoutez, encore une fois, je vous rejoins pleinement, et c'est vrai, vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est que si la personne a peur de consulter parce que c'est un espace trop étranger pour elle, effectivement, pourquoi pas l'accompagner, pourquoi pas ouvrir sur quelque chose de partagé, ce sera peut-être moins inhospitalier, moins inconfortable pour elle. Je trouve que ce love conseil a une grande valeur. Voilà, la personne a peur de découvrir un univers très fermé, très ésotérique. Accompagnez-la, faites-le. Ouais, très bon love conseil du jour. Merci Samuel. On continue avec Christelle qui est avec nous. Bonjour Christelle, merci de témoigner sur ce sujet douloureux.
Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Christelle. Oui, donc moi je suis en deuil depuis pas mal d'années et en fait je trouve qu'on parle pas assez de la mort en fait et par rapport à la mort, on va vivre plus ou moins bien son deuil. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Oui, continuez. On comprend très bien. Donc moi j'ai perdu mon mari, il est décédé d'un cancer, donc c'était un cancer incurable, mais du jour au lendemain on lui a dit, on nous a dit, parce que j'étais avec lui, vous en avez pour 6 mois minimum et 2 ans maximum. Donc pendant toute cette période, en fait, on a pu, ça n'a pas été une morte subite en fait, et on a pu se préparer en fait à se dire au revoir. Et ça a été très très douloureux. Bon, moi j'ai fait une dépression à l'annonce de la maladie, donc lui il voulait pas y croire, donc il me réconfortait, il me disait mais non t'inquiète pas, ça va aller, ils vont trouver quelque chose, c'est sûr. Donc lui il a vécu sa maladie de façon extraordinaire, c'est-à-dire dans la vie, il s'est jamais mis en pyjama, il passait pas son après-midi au lit, il voulait vivre jusqu'au bout. Et j'ai trouvé cette force et cette envie de vivre extraordinaire. Et après, quand il est décédé, ça a été terrible pour moi parce que j'avais l'impression de vous mourir êtes écroulé, avec lui. bien sûr. Oui. Ah oui, c'était l'effondrement total. Et là, j'ai fait une grosse dépression. J'avais plus envie de vivre, j'avais plus envie de me lever. Je passais ma journée au lit. Et je déprimais. Et bon, j'avais une petite fille qui allait faire ses 4 ans. Donc de toute façon, j'étais obligée de me lever le matin pour l'amener à l'école maternelle. Et puis après, je me recouchais. J'avais mes adolescentes qui rentraient du lycée. Je leur disais que j'avais fait ça dans la journée alors que c'était pas vrai. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que pendant la maladie et après le décès de mon mari, j'ai été accompagnée par la psychologue de l'hôpital. Et ça a été extraordinaire pour moi, vraiment salvateur, de pouvoir décharger, de pouvoir libérer toutes ces douleurs, toutes ces tensions. Ça a été vraiment extraordinaire d'avoir eu cet accompagnement qui était gratuit. Et même après le décès, j'ai continué à l'avoir régulièrement. Et ça, il faut pas hésiter justement à se faire aider. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Après, pour rebondir. Et aujourd'hui, c'était il y a combien d'années qu'il est parti ? 16 ans. 16 ans, d'accord. Donc aujourd'hui, vous vous sentez comment ? Alors justement, et à un moment donné, je suis sortie de mon lit et en fait j'ai eu une addiction en fait. J'ai eu une addiction sexuelle parce que j'avais besoin de dopamine, j'avais besoin de plaisir. Donc là, je me suis inscrite sur des sites libertins pour être dans les bras d'hommes. Pour le plaisir, mais vraiment pour me sentir vivante en fait. Voilà, c'est ça. Oui, c'est Eros contre Thanatos, hein, bien sûr. Oui. Voilà, et c'est une bonne thérapie aussi. Hein. Oui, alors bon, après je sais pas parce que justement la dopamine, c'est pas le bonheur, hein, c'est vraiment ça devient une addiction en fait. Hein, donc je sais pas, Ça c'est votre psy qui vous l'a dit. Hein. Oui, non, mais j'ai beaucoup renseigné. Hein. Oui. Je suis beaucoup renseigné. Non, mais Christelle, ça a été une manière d'aller mieux et puis basta. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais ça vous a fait du bien. Ça vous a permis de sortir de votre lit pour re-rentrer certes avec un homme, mais au moins ça vous a fait du bien sur le moment. Donc il y a pas, vous voyez, c'est pas. Oui. Non, mais je me juge pas. Hein. Je me juge pas parce que de toute façon, moi, je suis vraiment ça. C'est vrai que ça m'a sauvée, ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui m'a fait la cour pendant très longtemps, pendant des mois et des mois. Et j'ai cédé. Et bon, moi, je pense que je me suis mise trop tôt avec cet homme-là, parce que c'était 3 ans après le décès de mon mari. Donc moi, je pense que j'étais encore en deuil, j'étais encore veuve, mais j'avais besoin d'aimer, j'avais besoin qu'on m'aime. Donc je me suis lancée dans cette relation. Et par contre, là, ce compagnon, en fait, je pensais qu'il me comprenait, mais il est complètement passé à côté de mon histoire. Donc les dates, même après des années, dès que c'est la date de son anniversaire à mon mari ou alors la date de son décès, moi je revis les choses à la minute près et il a pas su m'accompagner. Donc à chaque fois il disait mais qu'est-ce que t'as ? Alors je lui rappelais la date. Je lui dis mais voilà, donc j'ai quand même vécu plus de 10 ans avec cet homme-là et même au bout de 10 ans il fallait lui rappeler cette date. Donc
pas du tout de compassion, pas du tout d'accompagnement. Enfin, je veux dire, c'est limite quand on parlait de lui, ben ça le gênait, sa photo ça le gênait, aucun respect. Enfin, je veux dire, c'est compliqué de refaire sa vie quand on est veuve. Et il faut vraiment choisir le bon compagnon, celui qui va comprendre qu'on peut aimer. Moi, j'aime. Enfin, je suis je suis une éternelle amoureuse, mais voilà, ça n'empêche pas que je vais toujours penser à mon mari. Mon mari défunt, il sera toujours dans mon cœur. J'y pense tous les jours. J'ai une petite fille qui lui ressemble. Enfin, je veux dire, et moi, j'aime qu'on parle de lui. J'ai besoin qu'on parle de lui. Oui, mais bien sûr, Christelle, et on l'entend à quel point il est en vous et qu'il restera en vous. Et vous savez, il y a des gens qui disent que on ne peut pas faire. Enfin, je veux dire, c'est plus compliqué de rivaliser avec un ex qui est mort qu'avec un ex qui est encore vivant. Donc c'est compliqué pour les compagnons que vous pourriez rencontrer de toute façon. Mais c'est votre histoire et c'est peut-être pas forcément nécessaire d'en parler avec le compagnon avec qui vous êtes. Il faut en parler avec des personnes avec vos enfants, avec peut-être des amis, mais peut-être pas trop avec le compagnon avec qui vous êtes, parce que c'est compliqué. Oui, non, mais j'essaye de pas en parler avec mon compagnon, mais je veux dire, quand les enfants sont là, voilà, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses qu'on a envie de raconter, et on a envie de le faire vivre, et voilà. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que justement, c'est comment faire son deuil. Ce qui m'a beaucoup aidé, donc, c'est surtout la paix intérieure que j'ai réussi à trouver en moi. Et me ressourcer grâce à la nature, grâce aux animaux. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé. C'est l'amour au sens large. Et vous l'aimez, votre mari qui est parti, vous l'aimez parce que d'abord, la manière dont ça s'est passé, il vous a montré à quel point il était capable d'aller jusqu'au bout de sa vie. Et ça, c'est quand même... vous l'admirez aussi, voyez. Ah oui. Et c'est ça aussi qui rend sa présence très très forte, et que c'est compliqué pour celui qui est avec vous parce qu'il peut pas arriver à la hauteur. Oui. Mon compagnon me disait j'aimerais avoir un cancer pour que tu puisses t'occuper de moi comme tu t'es occupé de ton mari défunt. Donc ça montre mais ça montre aussi sa souffrance là quand même. Quand il vous dit ça montre qu'il est quand même très triste, et c'est difficile. Quelle est la part de faire vivre, le soutenir de votre feu votre mari, et en même temps d'être dans une commémoration morbide qui ne laisse pas la place à l'autre. Vous voyez, c'est aussi ça qui est difficile. Et non, mais moi c'est joyeux quand on parle de mon mari, c'est joyeux, c'est un hommage tous les jours, je lui rends hommage. Moi j'ai cette propriété au milieu de la nature, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il y a aussi le côté financier. Donc moi mon mari. Oui, mais voyez bien la place, Christelle, excusez-moi, mais Samuel a raison. Vous voyez la place qu'il a dans votre vie, et c'est très bien. Il y a rien à dire. Voilà. Mais il a une telle place que comprenez bien que pour celui qui arrive, c'est très 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 compliqué. Oui, mais en même temps, c'est pas entre guillemets, il profite, c'est-à-dire que voilà, est-ce que je peux utiliser le vélo de ton mari défunt? Oui, est-ce que je peux mettre il est encore très très là, votre mari. Comment vous voulez qu'il trouve sa place? Tout ce qui était bon à prendre, il le prenait, et puis après j'avais plus le droit d'en parler. Enfin, je veux dire, c'est quand même bizarre. Je sais pas, je trouve pas ça très sain. Son comportement, je sais pas, c'est. Ouais, après en même temps, si vous vouliez pas qu'il utilise le vélo, fallait le vendre, par exemple sur le Bon Coin, vendu Price Ministère, Amazon. Moi, il peut justement, je l'ai gardé pour qu'on l'utilise. Donc pour moi, il n'y avait pas un problème. Mais on peut pas dire oui, ton mari défunt me gêne. Et puis en même temps utiliser son vélo, quoi. C'est ça que. C'est plus son vélo puisqu'il on n'a plus l'usage. Oui, voyez, non, mais je veux dire, on peut pas. Il est là, il sera toujours là, et moi j'aurais préféré, je voudrais qu'on comprenne ça. Vous auriez préféré, vous auriez préféré. Je veux. Non, mais Christelle, on entend très bien ce que vous dites, et c'est tout à fait respectable, et on n'a rien à dire ni à juger. Mais ce qu'il faut quand même que vous compreniez, c'est que s'il y a trop de place pour votre mari défunt,
quelqu'un, il n'y a pas de place pour pour quelqu'un d'autre. Et c'est normal que cet homme, à un moment donné, ne supportait plus parce qu'il n'avait pas sa place. Mettez-vous deux secondes. De lui avoir donné toute la place, quoi. Ah bah non, là, non, Christelle. C'est clair. Et Brigitte... Pour moi, c'est compatible d'aimer quelqu'un d'autre et d'aimer quelqu'un d'autre et puis je fais pas de différence, en fait. Pour moi, c'est de l'amour en plus, c'est pas de l'amour en moins. C'est ça, je comprends pas. Bah, c'est pas de l'amour en plus, c'est pas de l'amour en moins. C'est quand même comme vous l'admirez quand il vous dit j'aimerais avoir un cancer pour que tu m'admires autant. On voit bien que quelque part il était malheureux que tout le temps il y ait cet ex. Extraordinaire qui lui faisait de l'ombre. Vous voyez. Après, je dis pas, peut-être qu'il exagérait. Nous, on n'a pas sa version, hein, donc. Mais c'est... Oui, je suis d'accord avec Brigitte, ça ressemble quand même beaucoup à une fixation, surtout du fait de cette place que vous présentez, la place qu'il prend, le fait que vous ayez été très porté. La question aussi, c'est questionnez-vous, est-ce que vous seriez malheureuse aujourd'hui s'il partait, cet homme ? Ah mais il est parti. Ah bah voilà. Mon compagnon, il est parti. Alors voilà, c'est pour ça que il est parti il y a quelques années, mais bon, c'était pas par rapport à mon mari défunt. Hein, c'est parce que j'avais des relations. Enfin, c'était quelqu'un de colérique et jamais satisfait et voilà, c'était quelqu'un qui savait pas me mettre en valeur. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet homme et je l'ai beaucoup admiré et je me suis accrochée à la relation le plus que j'ai pu et à un moment donné ça a cassé. Ouais. Mais je ne sais pas si lui il pense que c'est à cause de mon mari défunt. Je sais pas je sais pas ce qu'il pense de tout ça, mais en tout cas ça va être facile de dire que c'est à cause de ça, alors que pour moi moi quand j'aime à 100% et j'ai beaucoup aimé mon ex-compagnon et je lui donnais tout ce que je pouvais et quoi que je... Enfin, je comprends, c'est difficile et j'entends derrière toutes ces questions autour du deuil, de la mort, une problématique plus profonde autour du manque, de ce qui pourrait combler ce manque à être, ce manque à vivre, ce manque à aimer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'une grande carence en vous, affective, profonde, antérieure à la mort de votre... mari. Je pense que quand j'étais jeune, j'étais dans la dépendance affective. Et là, par rapport à mon ex-compagnon, où j'ai arrêté cette relation qui était toxique, un jour, je lui ai dit, mais on est dans la violence conjugale. Donc, on commence comme m'insulter. Je lui ai dit, non, ça va pas. Donc, bon, ça va pas. On a arrêté, mais je lui ai dit à mon ex-compagnon, je lui ai dit, grâce à toi, je ne suis plus dans la dépendance affective. Là, ça fait 3 ans que je vis seule. C'est la première fois de ma vie que je n'ai pas un homme je crois que d'une certaine manière, votre ex-mari défunt, il est en vous. Et donc, vous êtes à la fois plus dans la dépendance affective et en même temps, vous l'avez en vous. Et j'ai l'impression que c'est là où c'est intéressant votre témoignage, parce que ça montre bien qu'un deuil très très compliqué peut devenir une sorte d'alliance définitive, quoi. Oui, mais je sais pas comment on fait un deuil. Je veux dire, pour moi c'est normal. C'est bien ce que je dis. C'est bien. Oui, non, mais c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que bien sûr que c'est normal et c'est très bien que vous l'ayez en vous, etc. Mais à ce point-là, ça signifie quand même que vous laissez peu de place. Alors bon, cet ex-compagnon dont vous parlez, visiblement, n'était peut-être pas le bon, mais ça risque de vous empêcher de pouvoir avoir une vraie belle relation à nouveau, vous voyez, c'est ça qui est important. Et comme vous avez été quand même en dépression à partir du moment où vous avez perdu votre mari, ce qui se comprend, hein, bien sûr, c'est fréquent, mais ça montre quand même que, comme le disait très bien Samuel, c'est que dans votre enfance, il y a sûrement eu des carences et des choses qui ne vous permettent pas de faire un deuil, entre guillemets, normal, quoi. Oui. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller travailler ça. Encore un petit peu de boulot, Christelle. Oui, il me semble. Il y a encore du travail, on dirait. Oui. Et tant mieux, parce que comme vous l'avez compris, c'est une belle ouverture vers soi. Et d'ailleurs, merci pour ce bel hommage que vous avez rendu à mes confrères et consoeurs hospitaliers, auxquels C'est vrai. Oui, un travail remarquable. Formidable. Donc c'est bien de leur rendre hommage.
Ouais. Merci beaucoup, Merci. Christelle, en tout cas. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Vous êtes psychanalyste, auteur de plusieurs ouvrages, notamment L'enfant thérapeute, où vous parlez justement de la relation avec votre mère, une relation difficile, et qui était sortie chez Plomb. On le voit déjà dans les 2 témoignages qu'on a eus, comment chaque deuil est un deuil différent, et ça c'est aussi quelque chose d'important à dire. Il n'y a pas de deuil, c'est pas toujours la même chose. Chacun va traverser ça à sa façon, comme il peut. Et je suppose que Laurence va nous raconter encore une autre histoire. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Oui, alors moi, mes parents sont restés mariés quasiment 60 ans. Oui. On devait fêter leurs 60 ans de mariage l'été. Et en mai, le 1er mai, où j'avais prévu de venir amener du muguet à ma maman, parce qu'on est une famille très unie. Tous les dimanches midi, on mange ensemble avec ma sœur, mes enfants, ma nièce, mes parents. J'ai un coup de fil le matin du 1er mai de ma sœur qui me dit « Maman est morte ». D'accord, donc ça c'est une mort inattendue, quoi. Et elle n'avait rien, elle n'était pas malade, elle avait aucun traitement de médicaments, aucune maladie, rien, 84 ans. Et donc on a tous accouru chez mes parents, et elle était comme si elle était en train de dormir. Alors c'est ce qu'on appelle une belle mort, mais je suppose que si on vous dit ça, ça vous agace. Alors ça me met en colère parce que oui. belle et mort pour moi ça va pas ensemble. Oh. J'aurais préféré qu'elle garde sa belle vie plutôt qu'une belle mort. Bah oui, mais est-ce que vous auriez préféré la voir souffrir pendant 2 ans? Non, mais elle avait pour le moment aucune maladie, donc elle avait aucune raison de souffrir, elle avait encore du temps à vivre. Elle avait aucune raison de mourir. Et donc j'ai été très en colère contre elle. Vous savez quand même quel est l'âge moyen de la mort des femmes aujourd'hui en France? Oui, mais par exemple, ses sœurs aînées sont décédées il y a 90 ans. Ah oui, mais Donc bon. pour moi, elle en avait encore pour 10 ans. Ah, oui. Mais on entend votre colère, Laurence, et je vous taquine, excusez-moi. Oui, cela dit, en étant impolitiquement correct, Brigitte vous aide aussi à penser le fait que oui, c'est un âge honorable quand même. Plus moi qui ai bossé, je veux vous dire, non mais ouvrons les choses, madame, ouvrons les choses. Moi j'ai travaillé dans un service de cardiologie pédiatrique, je veux dire, j'ai accompagné de nombreux parents qui perdaient des bébés. J'ai un moment, faut aussi, hein. Vous voyez? Mais ma maman, elle faisait pas son âge. Oui, mais elle faisait 1 heure de vélo tous les jours. Non, mais Laurence, vous voulez pas accéder à ce que vous dit Brigitte? Laurence, pourquoi on vous dit ça? C'est que tant que vous serez dans cet état d'esprit, vous pourrez pas réellement accueillir la perte de votre mère et être sereine et en paix. Alors j'entends bien que cette colère vous empêche de tomber en dépression. C'est souvent le but de la colère. Vous savez, quand on est quitté par un mec, on dit quel abruti, quel salaud, etc., etc. On est en colère et du coup on tombe pas en déprime. Et je crois que c'est un peu ce qui est en train de se passer pour vous. Ça vous évite de vous effondrer, mais ça peut pas. Enfin, je veux dire, ça peut pas vous faire du bien de rester en colère. En fait, je lui en ai voulu. Enfin, je sais pas si je lui en veux encore, mais comme c'était un jour férié et que c'était une série de jours fériés en mai, on n'a pas pu faire une cérémonie tout de suite. Il a fallu attendre 10 jours. Oui. Et pendant 10 jours, on est allé la voir tous les jours, quasiment H24, au funérarium. Mm-hmm. Et chaque fois que j'y allais, je lui disais silencieusement, alors tu t'es pas encore réveillée, là, qu'est-ce que tu nous fais, t'attends quoi? Ah oui, là, pourquoi tu te réveilles pas? Tu nous fatigues là maintenant, allez, ça suffit, réveille-toi. Et vraiment, comme une forme de déni en réalité, mais qui vous empêche de renaître, justement. Il y a le travail de la psychanalyste Ginette Rimbaud qui exprime très bien que la mort d'un proche, c'est aussi parfois une occasion de renaître, de remanier sa personnalité, son identité pour avancer, et que ce travail-là est nécessaire, sinon on est dans la rumination morbide, dans la fixation, comme vous. Et on s'épargne et on rate le fait d'être dans un engagement créatif, vivant, dans autre chose. Là c'est comme si vous-même vous étiez morte avec votre mère. Oui. C'est dommage. Vous n'avez rien à faire au funérarium.
On y était tous les jours. C'est un problème, là. Alors, pour mais pas oui, laisser mais mon père Laurence- seul, quoi. Non mais oui, Laurence, mais non. c'est très bien de ne pas laisser votre père seul, et puis pourquoi pas très bien de pouvoir vraiment lui dire au revoir. Vous voyez, ça aurait été ça le but, ça aurait été de pouvoir la pleurer, de lui dire au revoir, de voir qu'elle repose en paix, parce que d'une certaine manière, ça c'est quand même quelque chose de positif pour vous. Vous avez eu la chance de voir votre mère partir en paix, et c'est pas le cas, c'est pas le cas de tout le monde. Très bien dit. Oui, c'est sûr. Vous C'est voyez sûr qu'elle a été épargnée de ça. Oui. Et moi, je trouve ça symboliquement merveilleux d'être parti le 1er mai. Moi, je sais pas, Laurence. Pour moi, je ferais faire un tableau avec un muguet, ou je ferais faire quelque chose, un objet, un muguet en sculpture, c'est magnifique. en l'honneur de votre mère, vous voyez, pour qu'elle soit là et que vous puissiez la célébrer. Magnifique idée. Est-ce que vous avez un art que vous pratiquez ? Non, pas particulièrement. Vous pourriez peut-être essayer quelque chose, parce que je trouve que l'idée est très belle, j'aurais même pas pensé. Oui. Non ? Alors, chez mes parents, donc chez mon père, en fait, il y a une photo d'elle sur un meuble avec une bougie allumée tous les jours. C'est un peu, avouez que c'est un peu morbide quand même. Je vois C'est un peu tableau, morbide. cette bougie. Alors attention, parce que là, votre père, il a certainement besoin de votre présence et de votre aide, parce que pour lui, c'est la moitié de sa vie qui est partie, comme on le dit souvent. Et il faut faire attention, parce que ça peut le faire partir aussi assez vite. On sait très bien que dans des couples comme ça, qui ont vécu 60 ans ensemble, quand il y en a un des deux qui est parti, généralement l'autre peut partir assez vite. Donc ça, soyez présente pour votre père, ça on est d'accord. Mais en revanche, vous, il faut que vous soyez en paix avec votre mère qui vous a... Ben oui, et garder cette idée de Brigitte que voilà, la vie c'est ici, maintenant, dans la créativité. Peut-être réfléchissez à ça, cette idée de Brigitte de dire au revoir une bonne fois pour toutes, se dire au revoir. Comment il pourrait s'incarner? Et puis voilà, oui, cet hôtel funèbre à la maison, je sais pas, je pense pas que votre père est bouddhiste en plus. Voilà. Non, Bon. mais parce que chez les bouddhistes on le fait, mais bon. Alors il nous a dit au début, puisqu'elle est plus là, moi je m'en veux aussi parce que je sers plus à rien. Et on lui a dit que nous on avait besoin de lui et qu'on voulait qu'il reste là et qu'il soit là avec nous. Donc ça l'a aidé à passer, mais je sais qu'il va au cimetière au moins 2-3 fois par semaine, au moins. Oui. Il faut vérifier à ce qu'il ait quand même encore des choses qui le mettent en joie, parce que sinon, s'il est trop dans cette relation avec cette femme partie, c'est pas très bon signe. Exact. Et puis c'est vrai qu'on l'a utilisé plusieurs fois depuis le début de l'émission, alors que le concept dérange. On dit faire son deuil. Ben, c'est faire. C'est agir, réagir, investir le monde, que ce soit la nature, comme le disait notre auditrice précédente, que ce soit la créativité, que ce soit sublimer cette vie. On ne doit pas mourir parce que les autres meurent. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on parle de ma mère comme si elle était là. C'est-à-dire que on fait une recette et on met pas un ingrédient, on dit ma maman elle aime pas, donc on le met pas, ou alors quelquefois elle est plus là. Excusez-moi, elle est plus là. J'en ai profité pour mettre cet ingrédient parce que maman est pas là. Ouais. Mais on en parle comme si, pas comme si elle était morte en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je suis avec ma sœur et mon père au cimetière, par exemple, eux ils sont effondrés, ils sont en larmes. Moi, j'y arrive pas. Et quand je suis chez moi, c'est là que je m'effondre, quand je suis toute seule. J'arrive pas à pleurer devant eux, de ma mère. Et qu'est-ce qui, dans le quotidien, peut vous apporter un peu de gaieté, dites-nous? Qu'est-ce qui vous après, j'ai mes enfants, mon travail, j'ai tout un tas de choses. Je suis pas du tout dans la morosité, mais c'est un cap que je n'arrive pas à passer. Vous pensez à votre propre mort? Ça m'a ramené à ça, oui. Voilà. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. Je l'ai senti en vous écoutant. Ce qui est plutôt normal et bon signe, hein, Laurence, parce que sinon, c'est encore une fois d'être dans le déni de sa propre finitude. Mais comme le disait d'ailleurs Christelle, c'est vrai qu'on est dans une société actuelle qui a tendance à nier la mort, et je crois que ça ne nous aide pas quand on y est confronté. C'était aussi une des fonctions, moi vous savez que je ne suis pas du tout croyant ou quoi, mais c'était quand même une des fonctions des religions que d'accompagner, que de border. En fait, c'est la fonction sociale et anthropologique des religions que de pouvoir penser aussi justement l'après-vie. Donc
bien sûr que ça on l'a Oui, plus. mais Et donc j'ai vous là, l'impression vous êtes que- désemparée, toute seule, je comprends. Et j'ai l'impression que cette mort a entraîné tout un tas de catastrophes. Depuis, on a perdu beaucoup de personnes de ma famille. J'ai perdu mon travail, mon compagnon Aïe. m'a quitté. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a enclenché tout ça. Et je me dis, Mais il c'est faut qu'on peut-être passe ce cap. Et après, on va essayer de se renouveler, quoi. Enfin, Ah oui. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a des périodes dans sa vie où il nous arrive plus de choses qui sont un petit peu, on va dire, négatives. Puis il y a des périodes où ça va mieux. Bon, quand on fait de l'astrologie, on comprend pourquoi ça arrive comme ça. Donc il est possible que vous soyez dans une phase de mutation. Moi j'aime bien le symbole du serpent qui mue tous les ans, qui change de peau. Peut-être que c'est ça aussi le message que vous transmet votre mère, qu'il est temps de changer de peau et de devenir une Laurence plus... Peut-être j'ai plus... presque l'impression de devenir adulte maintenant. C'est ça. Parce Ah bah que oui. c'est plus moi l'enfant. Exactement. Ouais. Mais c'est Voilà. vrai. Vous êtes, c'est vous maintenant qui êtes la patriarche ou la matriarche. Je ne sais pas si on dit C'est ça ça, d'ailleurs. ouais. Ouais. Oui. Surtout que c'est l'année du serpent, donc Et ça c'est tombe peut-être- bien. Mais Et je c'est- suis serpent en plus. Ah bah, tiercé gagnant, bravo. Bon, bah voyez, on s'est On avance. retrouvés Oui. symboliquement. Oui. Bon, bah merci. Je vous sens plus joyeuse et Oui, moins en c'est colère. chouette. Merci Laurence. On fait une petite pause et on se retrouve après les infos. Vous avez eu des difficultés à faire le deuil d'une personne chère. Comment apaiser ces douleurs? Nous en parlons aujourd'hui avec Samuel Doc. Vous pouvez appeler pour participer à l'émission au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous allons continuer à évoquer le deuil avec Samuel Doc qui est avec nous, mais je suis quand même en train de vous annoncer une excellente nouvelle, Samuel Doc. Nous sommes presque à 1 million d'abonnés sur YouTube. Il en manque même pas 100, c'est-à-dire que peut-être qu'avant 16h, on sera 1 million d'abonnés sur YouTube. Moi, je trouve ça extraordinaire, c'est fabuleux, cette radio, Sud Radio, oui. qui est autant de gens fidèles. Donc vraiment, franchement, je tiens de tout mon cœur à vous remercier pour votre fidélité que vous portez à Sud Radio. Donc, continuez à nous suivre sur YouTube. Voilà. Vous savez qu'on Je suis abonné, Brigitte. Je fais partie de ce million. Et puis, invitez vos amis aussi à vous abonner. Qui sait, peut-être que dans moins d'un an, on sera 2 millions. Hein, enfin, Absolument. en tout cas, on va bientôt être 1 million et je serais ravie que ce soit d'ici 16h. Alors, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à YouTube, allez-y. Ah bah très bonne idée. N'est-ce Et pareil pas sur mes pages aussi d'ailleurs, je le dis. Hop. Allons-y. Même si je dis beaucoup de bêtises. Allez. Donc voilà, on parle du deuil aujourd'hui, de cette difficulté qu'on a à faire le deuil. Et d'ailleurs faire le deuil, vous tenez cette expression, je crois, Oui. Samuel Doc. Oui, parce que les psychologues n'aiment pas cette expression, mais c'est dommage. On dit on fait pas le deuil, c'est pas quelque chose de matériel. Moi, j'y vois pas quelque chose de matériel évidemment, mais j'y vois une démarche psychique active. Il y a la sublimation, bien sûr, le fait de déplacer son énergie psychique vers certains objets socialement valorisés. Il y a le fait de prendre soin peut-être de ses proches, des vivants. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Voilà, quand bien même serait-elle puissamment psychologique. Oui. Bien Et c'est sûr. comme l'idée des 6 mois, vous savez, qui fait tellement réagir, l'idée qu'un deuil serait pathologique ou pas pathologique s'il dépasserait les 6 mois. On voit bien aujourd'hui à notre émission que c'est pas une question de délai, mais que c'est plutôt une question d'être bien avec soi. Et moi, je vous sens très bien avec vous, Brigitte, aujourd'hui d'ailleurs. Mais oui, Avec vous-même. mais j'ai pas perdu quelqu'un il y a 6 mois, donc. Oui. Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Nathalie. Merci de témoigner justement parce que visiblement vous n'avez toujours pas fait le deuil de votre grand-mère, je crois. C'est ça, et rien que le fait de l'évoquer, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Ah. Voilà, elle est partie. C'est pas grave, Nathalie. On s'y attendait un peu, même. Alors, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez 53 ans aujourd'hui Oui. et elle est partie il y a une vingtaine d'années, c'est ça? Il y a une vingtaine d'années. Elle est partie en 12 septembre, mais je ne sais plus quelle année. Mon grand-père, oui, je sais, lui, il est mort en 2011, mais elle est morte avant, mais je ne sais pas quand. D'accord. Mais vous situez une vingtaine d'années, hein? Oui. Et pourquoi vous avez pas, vous vous souvenez plus de l'année? Ça, c'est étonnant. Je sais pas.
20 ans? sais pas. C'était il y a 20 ans, vous dites? C'était il y a une vingtaine d'années, oui. Et vous Ouais, êtes toujours aussi triste avec des affects aussi forts en parlant? Oui. Ah oui, là c'est pas... Là, oui, là on est dans le deuil compliqué. Hein. Mhm. Non? Mais c'est que c'était une sacrée dame. Oui, mais bon. Bien sûr, bien sûr. Et quelle est la relation que vous avez avec votre mère? Et, c'était sa fille et c'est très compliqué. Ma mère est quelqu'un de très dirigiste, très autoritaire. Faut faire comme elle a décidé. Et moi, j'ai réussi très tardivement, il y a 6 mois, à couper les ponts. Voilà, pas forcément couper les ponts, mais mettre les distances avec ma mère. Parce que la façon dont je m'habillais, ça allait pas. La façon dont je me coiffais, ça allait pas. Ouais, rien n'allait. Et peut-être que de rompre avec votre mère, ça va vous aider à faire le deuil de cette grand-mère. Parce que quelque part, cette grand-mère, c'était la bonne mère. Oui. Qui visiblement n'est pas la vôtre. Hein. On est bien d'accord. Donc peut-être que cette grand-mère, elle avait besoin d'être encore très présente pour que vous puissiez supporter votre mauvaise mère. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. En tout cas, là vous voyez bien qu'il y a eu un investissement maternel de cette grand-mère. Ça, vous le percevez. Ah, mais... C'était une maman pour vous. Mais c'est plus que ça. C'est mes rails. C'était... quand elle est partie, après j'ai fait n'importe quoi. C'était ma confidente. Je vais vous donner un conseil tout de suite, vraiment, que j'hésiterai pas à donner si vous étiez... ne dites pas partie, morte. Parce que partie, vous voyez, ça renvoie à l'idée qu'elle pourra revenir. Ça vous aide pas. Elle est morte. Okay. Je vous fais voilà, partie, c'est un lexique qui emprisonne. Ouais. Ne vous emprisonnez pas. Vous arrivez à le dire? Elle est décédée, elle est morte. Est-ce que vous arrivez mais à le partie, dire? On est piégé de ce vocabulaire. Croyez-moi, moi qui fais beaucoup d'accompagnement fin de vie, on est piégé de ce terme. Ouais. Est-ce que vous arrivez à dire elle est décédée, elle est morte ou pas? Alors je vais essayer avec vous, du coup. Ah ben. Oui. Ouais. Ma grand-mère est morte. Voilà, très bien. Merci Nathalie. C'est la première fois la plus dure. Mais vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose à comprendre de ce qui est en train de se passer chez vous, Nathalie. Et comme par hasard, vous appelez. Vous savez, moi, je crois pas au hasard. Hein. C'est un mot qu'a inventé Dieu pour pas qu'on le reconnaisse. Hein. Donc, je crois que vous avez appelé et que, en même temps, vous avez rompu un peu avec votre mère et vous allez pouvoir laisser votre grand-mère partir. Parce qu'elle restera en vous, donc elle n'est pas, c'est ça. Elle n'est pas morte. C'est ça, c'est exactement ça. C'est tout à fait ce que dit Brigitte. C'est le corps part, mais la personne reste absolument, voilà. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce terme de décès et de mort. Parce que j'ai des photos d'elle partout dans mon appartement. Non, bah ça, on va peut-être les mettre un petit peu dans un bel album. Hein. Voilà, deuxième étape. Bravo Brigitte. Ouais, mais vous allez vous acheter. Ma grand-mère, quand elle avait 6 ans, elle est belle. Oui, mais je doute pas qu'elle soit belle et je suis sûre que vous êtes belle aussi et que vous lui ressemblez. C'est pas un problème. Mais il va falloir mettre tout ça dans un très bel album que de temps en temps vous aurez le droit de regarder. Mais il faut pas que le fantôme de votre grand-mère soit dans votre appartement ou dans votre maison. Elle sera en vous. Et vous allez devenir la femme que vous avez envie de devenir en vous reposant sur votre grand-mère et malheureusement aussi sur votre mère parce que vous êtes certainement construite en opposition à votre mère. Donc tout ça va vous permettre de devenir adulte et vous allez grandir et vous allez voir dans quelques semaines, quelques mois, vous pourrez parler de votre grand-mère sans avoir les larmes qui viennent vous envahir. Ah oui, là je pense qu'on vous a donné 2 conseils très objectifs, très faisables. Vous voyez, faire 2 choses à faire. Et 3e étape, si effectivement ça dure, si effectivement vous avez des sanglots, des trémolos, comme ça, il faut consulter, hein, vraiment. C'est bien, ça ouvrira toute une aventure vers vous. Ça ouvrira une belle aventure. Ah oui, j'entends tout ce que vous me dites. Et ma grand-mère, elle me disait que le vert et le bleu marine, c'était 2 couleurs qui m'allaient bien. Donc, je m'achète depuis peu du vert et du bleu marine parce que ma grand-mère, avant de partir, m'avait dit que j'étais jolie avec. Ah ben oui. Après, il y a une chanson de David Hallyday que je ne peux absolument plus entendre. C'est « Tu ne m'as pas laissé de temps ». Ah oui, cette chanson, oui, sur le deuil, bien sûr. Là, ça, Parce qu'en fait, quand elle était hospitalisée, je lui avais écrit un courrier pour lui dire tout l'amour que j'avais pour elle, tout ce qu'elle représentait pour moi.
Oui. Et en fait, elle est décédée sans l'avoir lue. Et le jour où la lettre est arrivée dans le service. Bien sûr. Mais peut-être qu'elle le savait, tout ce que vous aviez écrit, donc elle n'avait pas besoin de le lire. Oui, c'est ça, oui. Absolument, absolument. Ouais. Ça, Brigitte l'a dit un peu plus tôt dans l'émission. De toute façon, et j'insiste vraiment, de toute façon, il y a des regrets quand quelqu'un meurt. On peut avoir la relation la plus équilibrée, la plus harmonieuse, la plus dite à l'autre. De toute façon, le regret est là. On n'a jamais assez le temps de dire et d'aimer. De toute façon, ça, et du moment où on accepte qu'il y a un manque, même dans le langage, que nos mots ne recouvriront jamais l'exacte substance de tout ce qu'on souhaite dire, alors on est libre. Voilà. Et merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est moi. Merci. Merci infiniment, Merci Nathalie, beaucoup, pour ce beau Nathalie. témoignage. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et oui, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile, mais ce que je trouve intéressant depuis 14 heures, Samuel Doc, c'est qu'on voit bien que le fait de pouvoir parler à quelqu'un qui va vraiment savoir écouter, c'est-à-dire pas un ami qui est lui-même totalement terrorisé par la mort, on peut avancer sur ce travail de deuil, justement. Absolument, c'est ce travail de reconquête par la parole qui va arracher à la perte son potentiel destructeur, son potentiel douloureux. Et parfois on a peur de dire, on a peur des mots, alors même qu'ils nous émancipent de ces tourments. On peut avoir très peur de dire, et une fois qu'on a franchi le seuil du cabinet de consultation, on se rend compte qu'en fait, eh bien, on y a toute sa place. Oui. Alors, on retrouve Hubert aujourd'hui, qui, je crois que c'est votre fille que vous avez perdue. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Oui, effectivement, mais j'écoute avec intérêt et merci de m'accueillir. Le thème de l'émission, j'ai été confronté comme tout un chacun à la mort de proches parce que j'ai 58 ans, donc j'ai perdu ma mère il y a 14 ans. Mon ami d'enfance rencontré à la maternelle il y a 11 ans. Et dans ces deux cas, j'ai fait le deuil tel que vous l'expliquez, Samuel. Il y a un chemin de deuil, on progresse, on évolue, et si c'est pas le temps qui fait son effet. En revanche, et je vous appelle pour ça, c'est le drame absolu que je vis d'avoir perdu ma fille aînée il y a 7 ans. Elle avait 22 ans et là rien ne se passe comme ça en fait parce que c'est bien sûr, il y a même pas de mots. Contre nature, mais voilà, j'ai l'impression d'être amputé à vie. Mais c'est le cas. Et finalement d'avoir dû adapter ma vie comme une personne handicapée le ferait dans son quotidien. Oui, mais je crois que le deuil d'un enfant, c'est le cas. On vous arrache quelque chose et c'est pas normal. Donc c'est en effet un handicap qu'on peut surmonter comme tous les handicaps, de toute façon. Mais c'est un handicap, oui. De quoi est décédée votre fille, si vous avez la force d'en parler ? D'une infection pulmonaire dont on ne connaît pas l'origine parce que on pensait à une grosse grippe. Elle était sous antibiotiques, ce qui a masqué les analyses. Enfin bon, peu importe. De toute façon, voilà, elle est partie. Elle est décédée. Alors, en 6 jours. Ce que vous venez de dire est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous n'êtes pas en colère. Parce que quand vous dites que importe, ça veut dire que si vous étiez en colère, vous seriez en colère contre les médecins, contre la médecine. Donc vous n'êtes pas en colère. Donc c'est à la fois c'est bon signe, mais en même temps ça peut cacher une petite dépression. Non, je suis pas en colère. J'ai passé 6 jours, 7 jours à côté d'elle. J'ai bien vu que les équipes se démenaient, que ça les mettait en rage, une jeune comme ça. En réa, j'ai vu des infirmières pleurer, donc j'ai bien vu que toutes les équipes étaient de bonne volonté. Non, j'en veux à la vie. Si je devais en vouloir à quelqu'un, c'est à la vie, mais pour revenir sur le chemin de deuil, en fait, déjà dans le cas d'un enfant, la première année n'est pas la pire quand on est désenfanté. Le manque grandit avec les années qui passent. Oui. Et donc il faut savoir gérer ça. Mais ça c'est votre imaginaire qui imagine comment elle serait là aujourd'hui à 29 ans.
Ah oui, c'est effectivement toutes ces questions, on peut pas y échapper. C'est compliqué quand même. Oui. On se demande chaque année, on se demande ce qu'on y aurait mis dedans, d'échanges, de larmes ou de rire, sans parler d'imaginer ce qu'elle aurait fait elle-même de sa vie. Bien sûr, bien Donc sûr. ça, c'est Vous avez d'autres Oui. enfants? Oui, oui. Et en fait, je voulais aussi, si des parents sont dans mon cas, je voulais aussi témoigner. J'ai rejoint une association assez vite. Je ne sais pas si je peux la nommer. Bien sûr. Qui n'accompagne que des parents endeuillés. C'est Apprivoiser l'absence. Alors, elle existe dans quelques grandes villes françaises, mais ils font un travail remarquable. C'est joli d'ailleurs, oui. Et alors justement, c'est plutôt c'est ce terme apprivoiser en fait, la douleur, le manque, tout ça. On vit avec, de toute façon, il n'y a pas de chemin de deuil. Il faut apprivoiser cet état de fait. Et avec des techniques, des rituels. Alors le principe de l'association, ce sont une réunion de groupe par mois pendant 12 mois avec d'autres parents endeuillés. Et afin de balayer une année complète et toutes les dates jalons. Et puis on se parle entre nous aussi, parents. Et donc c'est une association qui fait un travail. Mais à un moment donné, Hubert, on peut aussi l'avoir apprivoisé, l'absence. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez besoin d'aller... Mais peut-être qu'un jour, vous serez... Moi, je pense notamment à Agnès Léby, qu'on connaît parce que c'est une auteure à succès, qui a perdu son fils et qui aujourd'hui est en joie parce qu'elle a mis de l'amour dans cette perte. Et je crois que c'est, encore une fois, c'est ça la solution, vous voyez. Mais j'entends que d'une certaine manière, vous allez bien malgré ce handicap, puisque je crois que oui, perdre un enfant, c'est un handicap. Mais peut-être qu'à un moment, vous pouvez remplir votre cœur d'amour. Peut-être que c'était son chemin de vie et que c'est comme ça. Et il ne faut pas en vouloir à la vie, il faut au contraire la célébrer, la vie. Vous aviez fait une fille merveilleuse, elle part en pleine force de l'âge, et puis bien sûr que il y aura toujours ce regret de ne pas l'avoir vue faire sa vie, hein. Mais c'est aussi ça, quoi. La vie, c'est le beau côté de la vie qu'il faut voir. Mais j'ai progressé en ces temps. Ah bah oui, on l'entend. Là, on entend qu'il y a déjà un travail qui a été fait. Hein. C'est très perceptible dans votre langage. Ah bah oui, parce que pour commencer, j'ai perdu la voix pendant 3 mois. Donc, bien sûr. J'étais sans voix, comme on dit. Donc là, je m'exprime. Ça va un peu mieux. Mais non, mais je sais l'apprivoiser, c'est-à-dire que ça demande un effort important, mais il faut gérer. Donc, je m'accorde des moments avec elle parce que je gère les moments où je suis avec elle. Et donc il y a comme une partie de mon cerveau que j'ouvre de temps en temps, je pense à elle, je pense à des bons moments, et puis ensuite je referme cette partie-là et je travaille, je socialise, etc. Mais après cette association, j'ai eu le besoin de retourner voir un psychiatre pendant 4 ou 5 séances pour parler surtout de moi cette fois, parce qu'on parlait plein d'enfants et j'avais envie de parler de moi. Et au bout de 4-5 séances, je lui ai dit cette phrase, je crois que j'irai jamais mieux que ça. Et paradoxalement, elle m'a fait du bien cette phrase. Mais pourquoi vous iriez jamais mieux ? Pourquoi vous ne serez pas un jour en joie ? Parce que je suis amputé. Mais oui, mais vous savez, quand on est, par exemple, on se retrouve avec un handicap grave après un accident de moto, on met parfois 2 ans à accepter, et puis à un moment donné, on accepte. Et je crois que quand je parlais d'amour, c'est ça, c'est d'accepter ce que la vie vous apporte et ce qu'elle vous enlève, quoi. Je suis assez en paix avec ce qu'elle m'a enlevé maintenant. Mais j'entends bien. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose qui reste là de triste qui peut-être pourrait devenir joyeux. J'ai des moments de joie,
Mais si vous me posez la question de savoir si je suis heureux tout le temps, bien sûr que non. Et heureux globalement, ma vie d'avant était heureuse. Oui, et puis rassurez-vous, personne n'est heureux tout le temps. Non, ça c'est impossible. Voilà. Non, mais j'ai eu une vie heureuse avant et je considère que c'est presque une autre vie qui commence. Ça c'est certain. D'où voilà ce que j'expliquais de la renaissance, c'est-à-dire que vraiment cette mort. Et puis et voilà, il est, vous l'avez nommé sans le nommer, mais quand on perd son mari ou sa femme, on est veuf ou veuve. Quand on perd ses parents, on est orphelin ou orpheline. Mais quand on perd un enfant, il n'y a même pas de lexique pour définir ce cataclysme dans une existence humaine. Vous faites l'existence d'un cataclysme dans une existence humaine. Peut-être un jour vous vous en relèverez d'une certaine manière, peut-être pas. Peut-être que vous ne vous en relèverez jamais. On ne peut pas le savoir, mais ce que nous savons, ce que nous entendons, c'est que vous luttez, et je l'entends avec une immense humanité, quelque part, à la fois pour honorer sa mémoire et pour honorer aussi les vivants et les enfants qui sont encore autour de vous et les gens que vous aimez. Ouais. Bien sûr. Alors on utilise entre nous dans cette association le terme désenfanté. Désenfanté, oui. Catherine Audibert l'utilise aussi, je sais, elle a travaillé sur ce sujet. Et Christophe, Christophe Fauré aussi. Voilà, tout à fait, oui, je pensais à lui aussi. Oui. Ouais, vous avez un sacré courage, vous savez, Hubert. En tout cas, merci de votre témoignage, parce que malheureusement, dans tous les nombreuses personnes qui nous écoutent, certainement que ça parle à quelqu'un, et qui n'est peut-être pas, enfin qui n'a peut-être pas encore fait tout ce chemin-là. Donc merci pour. Belle générosité, Hubert, merci infiniment. Oui, parce que c'est un deuil qui met mal à l'aise les gens. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on peut vous dire, enfin... Voilà, ils ne savent absolument pas quelle posture adopter, et nous, on ne veut surtout pas entendre tu vas voir, ça ira mieux. Et donc, c'est compliqué pour les gens de l'extérieur. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci infiniment. Je vous en prie, Hubert, merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve avec justement Pascale Brion, qui est l'autrice de ce livre « Quand la mort est traumatique », qui est donc un petit peu ce qui m'a donné l'idée de faire cette émission, qui je crois est nécessaire. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Vous êtes psychologue, clinicien, psychanalyste et auteur de nombreux livres. Je rappelle aussi les chemins de la thérapie. C'est aux éditions Flammarion, dans lequel vous tordez un petit peu le cou aux idées reçues qu'on peut avoir sur la thérapie, justement. Nous allons en parler de ce sujet douloureux avec donc du deuil avec Pascale Brion qui nous a rejoint. Bonjour Pascale. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de ce livre « Quand la mort est traumatique », c'est aux éditions de l'Homme. Dans ce livre, vous parlez surtout des deuils traumatiques, on va en revenir, mais je voulais démarrer notre entretien sur cette magnifique phrase de Victor Hugo dont vous parliez il y a un instant, Samuel Doc, hors antenne. « Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents ». Je trouve ça très beau, très juste, et dans les témoignages qu'on a depuis 14 heures, c'est un peu le message qu'on a essayé de passer, hein, Samuel. Absolument. Alors vous parlez des deuils, donc des deuils soudains, des deuils contre nature. On pense évidemment aux gens qui ont perdu un proche, par exemple dans les attentats du Bataclan. On pense au suicide, on pense aux accidents. Et j'ai noté une phrase aussi dans votre livre, quand il y a une image qui nous hante. Et je pense notamment à un deuil d'accident quand on est à côté et qu'on voit l'être cher qui meurt pratiquement dans nos bras. Ça doit être en effet des deuils beaucoup plus difficiles, non ? Oui, Pascal. Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, oui, bonjour. Alors, écoutez, c'est sûr que moi, je travaille à l'université et en institut avec des endeuillés qui ont vécu des pertes donc tragiques dans des circonstances dramatiques. Et donc, j'ai pu voir au fur et à mesure de ma pratique comment le processus de deuil est effectivement différent d'un processus de deuil dit normal, parce qu'on n'a pas pu dire au revoir, on n'a pas pu dire je t'aime. Et ce deuil, donc, ces symptômes de deuil, de déchirement, presque de blessure d'attachement, en fait, est très, très associé aussi à des symptômes post-traumatiques, parce que j'ai pu assister à un événement qui était non seulement contre nature,
nature, comme vous l'avez bien dit, mais aussi qui était imprévisible, qui intégrait des éléments qui étaient contre ce que je considérais juste et bien dans le courant de la vie. Et vous pouvez donner des détails? Ce que vous considérez comme dans le courant de la vie? Des exemples? Bien, en fait, oui, tout à fait. Donc, ce qui est juste, en fait, c'est, bien, je peux voir mon grand-papa qui a vécu une belle vie, qui s'éteint entouré de ses proches dans un lit d'hôpital, alors que j'assiste maintenant, quand j'ouvre la porte et que je vois le cadavre de mon fils qui s'est enlevé la vie, avec donc une espèce d'aspect intentionnel, peut-être, arbitraire, contre nature, parce que c'était une personne qui était en pleine santé, qui est décédée et qui a décidé de mettre fin à cette vie. Donc effectivement, ça vient non seulement bousculer évidemment tout ce que j'avais avec cette personne, cette relation que j'avais avec elle qui s'est abruptement terminée sans que je puisse dire au revoir, sans que je puisse dire je t'aime, mais aussi ça bouscule complètement ma conception de la vie, de ce qui devrait être juste, de ce qui devrait être dans l'ordre des choses, et ça rajoute probablement des scènes de mort qui sont difficiles à digérer et que nous devons alors en thérapie pouvoir maximiser la résilience en fait des endeuillés qui viennent nous consulter. Et justement, on vient d'avoir Hubert qui témoignait de la mort de sa fille, hein, donc là on est réellement aussi dans quelque chose contre nature, hein. On peut se remettre, vous pensez vraiment, de la mort d'un enfant? C'était un peu le sujet de cet échange. Bien, en fait, c'est toujours la définition de se remettre qu'il faut d'abord préciser. C'est-à-dire que nous travaillons à faire en sorte que ce deuil puisse nous accompagner toute notre vie, mais de façon moins douloureuse. Et donc, c'est beaucoup moins de dire, bien, je vais mettre ça derrière moi dans mon passé et maintenant je l'oublie totalement. C'est plutôt de dire comment est-ce que ce deuil peut m'accompagner en faisant partie de moi, comme tous les événements douloureux, les événements traumatiques de notre vie, mais de façon à bâtir un futur qui est beaucoup plus bienveillant, qui est plus doux, plus serein et qui m'empêche moins de pouvoir m'auto-actualiser, c'est-à-dire qui ne m'empêche pas de poursuivre mes objectifs de vie, de me développer, de viser peut-être même une croissance post-traumatique. Alors, ce sont tous des thèmes que nous travaillons à l'Université du Québec à Montréal, où je suis professeure, ou avec mon laboratoire de recherche, trauma et résilience. On a aussi actuellement un projet de recherche pan-canadien qui étudie des parents qui ont perdu des enfants par assassinat. Et donc, on va essayer d'identifier justement les processus qui peuvent permettre de mettre donc ce deuil à côté de nous, qui contribue à ce que l'on est, mais qui ne nous empêche plus de pouvoir viser un avenir qui peut être plus serein. Et c'est d'ailleurs c'est pourquoi nous n'utilisons pas le terme « acceptons la mort ». On va plutôt utiliser, parce qu'en français, on a encore cette dimension d'acceptation qui est très associée à une approbation. C'est très difficile de pouvoir dire à des proches, mais vous devez accepter le suicide de votre être cher. Bah vous oui, devez c'est impossible. accepter l'homicide. Voilà. Et alors, quel mot, il y a une quel mot dimension vous... d'approbation. Et quel mot vous mettez à la place alors? Alors, on va plutôt utiliser, est-ce qu'on peut se résigner? Est-ce qu'on peut admettre? Toujours la fameuse résilience. Est-ce qu'on peut se résoudre? Oui, mais je tique un peu juste sur puisque vous parlez du vocabulaire, je me permets, puisqu'ici on est vraiment une émission où on ose un peu être polémique. Ce qui m'embête un peu dans votre propos quand vous dites que voilà, il faut refuser ce terme d'accepter, c'est le vocabulaire que vous utilisez. Vous parlez de maximiser, vous parlez d'optimiser, vous parlez de croissance, vous parlez d'autopromotion, et je suis surpris que vous utilisiez un vocabulaire qui est à ce point proche de celui du néolibéralisme, et tout à coup j'ai peur en me disant tiens, est-ce qu'il faut se déshumaniser à ce point? Est-ce qu'il faut devenir rentable, performant, brillant, jouissant pour surmonter la peur ou la douleur d'un être cher? Vous comprenez? Votre vocabulaire me fait réagir. Non. Je me dis oh mon Dieu. Non, pas du tout.
Non, je pense que ce qu'on est en train de voir ici, c'est comment est-ce qu'on peut être toujours dans ces séances thérapeutiques qui sont si touchantes et si émouvantes avec nos patients. Comment est-ce qu'on peut les aider finalement à pouvoir atteindre et non pas dans une option de performance ou de perfection ou de rentabilisation, pas du tout, mais plutôt de dire est-ce que je peux finalement ne plus oublier de rêver et me permettre quand même de penser à cet avenir que je considère maintenant bouché, cette vie où j'ai l'impression qu'on m'a arraché quelque chose qui était proche de mon sens, de mon identité. Est-ce que je peux la retrouver et oser de nouveau rêver ce que je peux être, ce que j'aimerais être. Et ça fait partie de cette équipe finalement qu'on constitue en thérapie pour pouvoir recommencer ce processus de rêve qui est complètement bloqué chez nos endeuillés. Oui, c'est très fort. Cette singularité de la rêverie, c'est ça, effectivement. Vous voilà rassuré, Samuel. Oui, j'avais trop peur là. En tout cas, dans ce livre, vous donnez beaucoup de conseils pratiques. Il peut aider certaines personnes qui sont peut-être dans qui ne sont pas encore résilients, justement. Donc, je vous invite. Et en fait, on ne veut pas qu'ils soient pas résilients ou résilients. En fait, on veut les aider dans ce cheminement. En fait, ce livre a été conçu comme un petit livre de chevet pour les accompagner dans ce processus qui est douloureux de deuil. Est-ce qu'il peut être un accompagnateur, un facilitateur de leur processus? Est-ce que quelquefois il peut être un peu lumineux? Parce que quand on vit un processus de deuil, on est beaucoup dans la noirceur, dans la douleur, dans la souffrance. On a l'impression que c'est impossible de recommencer à justement rêver, se projeter, aimer de nouveau, s'attacher de nouveau parce que ça fait tellement mal qu'on n'a plus envie. Bien sûr. Et donc, j'ai essayé de concevoir ce livre en douceur, avec, comme vous l'avez vu, des poèmes, des réflexions, pour essayer de faire en sorte que je peux recommencer il est en tout avoir cas un accompagnateur dans ce processus. En tout cas, il est assez pratique au sens grand public du terme. En tout cas, merci beaucoup Pascal Brion. Ça s'appelle Quand la mort est traumatique, passer du choc à la sérénité. Alors ça se fait pas en un jour, on est bien d'accord, et c'est aux éditions de l'Homme. Justement, puisqu'on parle de livres, j'ai lu cet été un roman que j'ai trouvé assez joli sur justement le processus de deuil. C'est Melissa d'Acosta qui en est l'autrice et c'est une auteure à succès. Ça s'appelle Les Lendemains et elle raconte donc l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son compagnon très jeune d'un accident de moto. Et ça peut aider aussi certaines personnes. Et dans ce livre, elle raconte bien comment la nature l'aide à faire son deuil, justement. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Demain, avec Arthur Vernon, nous verrons comment relancer le désir dans le couple. Exhibe ou voyeur, est-ce que ces expériences peuvent réanimer la libido? Venez en parler avec nous. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et nous évoquons le travail de deuil, faire son deuil, et puis comment on peut rebondir après la perte d'un être cher, la mort d'un être cher, pour utiliser les bons mots, puisque je sais que vous aimez bien qu'on utilise les bons mots. Et on va conclure avec vous, Ornella. Bonjour. Bonjour Brigitte. Merci de me recevoir à l'antenne. Je vous en prie. Eh bien moi, en fait, il y a un bonheur et un malheur en même temps. Oui. J'ai accouché d'un petit bébé le 23 août et mon papa est décédé le 3 octobre. C'est fou le nombre de personnes et le nombre de témoignages que j'ai déjà entendus de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on a une naissance et une mort pratiquement en même temps. Et c'est quand même étonnant comment la vie nous joue parfois des sacrés tours. Ah oui, et puis une naissance et une mort, tout à coup il y a comme cette éclosion. Oui. Et du coup c'est ce qu'il dit. Alors mon papa a pu voir mon bébé une seule fois. C'est un petit garçon? C'est un petit garçon, oui. Et qui porte le nom de son papa à lui, Gabriel. Donc il était très ému.
Et d'ailleurs, mon papa perdait un peu la mémoire. Donc en fait, il l'a vu 2 fois sur la même journée. Et quand il l'a vu l'après-midi, il ne se rappelait plus l'avoir vu le matin. Oui. Oui. Donc ça lui a fait 2 moments de bonheur sur la même journée. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je peux m'endormir heureux après ça. Oui. Et 2 jours après, mon père s'est éteint dans son sommeil. Et pourtant, je suis désolée, je suis un petit peu émue. Mais bien sûr, oui. Quand je vois mon fils, souvent je pense à mon papa et je voudrais lui raconter ce que je suis en train de vivre. Mais vous pouvez lui raconter, même si pour l'instant, évidemment, il ne comprendra pas les mots, mais il comprendra quelque chose. Vous pouvez lui parler. C'est pas... Parler à mon fils de mon père? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Si ça vous fait du bien, ça lui fera du bien. Dites-vous bien une chose, quand on parle à son bébé, si ça nous fait du bien de lui parler, même si c'est des choses tristes, ça fait du bien au bébé. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion sincère, et donc c'est un fluide qui passe bien. Oui, et Ginette Rimbaud, que j'ai cité un peu plus tôt dans l'émission, explique bien que voilà, il y a une compréhension, ça passe aussi par un senti. C'est vrai que j'aime bien les mots, mais certaines choses passent par la perception aussi. Oui. Et vous pensez que pleurer fait du bien dans ces cas-là? Enfin, pleurer avec l'enfant, avec l'enfant. Oui. Ah oui, alors attention, parce que l'idée aussi, c'est il faut faire très attention à ça. On parle des dépressions, des dépressions de la mère. Si vraiment vous vous sentez envahi par un affect qui est très douloureux, qui est très engloutissant, là, il convient vraiment de pouvoir vous faire aider, parce que tout ça peut avoir aussi de grandes conséquences à l'âge adulte. Je le dis de façon très directe. Je pense qu'aucune discipline mieux que la psychanalyse n'a été capable de montrer ça. Je pense au travail d'André Green qui parlait des mères mortes. C'est-à-dire que quand on est mort à l'intérieur, quand on est soi-même victime, c'est de ça. J'ai pas l'impression que ce soit votre cas. On est là, je vous sens pas. Une grande douleur quand même. Non, oui, non, mais douleur de perdre son père, ça me paraît normal. Mais je vous sens pas dépressive. Je vous sens quand même assez comme si votre père est parti, votre enfant est là, et ça va, quoi. Enfin, ça va, mais j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir pris de photos, de pas avoir... Enfin, c'est dans les souvenirs maintenant, mais j'ai des regrets qu'il soit parti et qu'il l'ait pas connu. Mais vous vous sentez envahi par ces pensées? Vous y pensez beaucoup? Vous diriez que ce sont des ruminations? Peut-être pas des ruminations, c'est peut-être un peu fort, comme le dit Brigitte. Non, parce que ça fait quand même que même pas 5 mois, enfin 5 mois, oui. Mais c'est frais, bien sûr que la blessure est fraîche, mais c'est rien. Hein, mais les bébés sentent, les dépressions, les états, de douleur et ouais. Non, est-ce que vous êtes aussi en joie quand vous êtes avec votre bébé, Ornella? Oui. Bon, donc c'est ça qui me laisse à penser que vous êtes triste, c'est normal. Que vous ayez besoin de pleurer, c'est même bon signe. Ça prouve que vous êtes vraiment dans un deuil qui fonctionne. Donc tout ça est normal. Vous pouvez parler à votre bébé. Maintenant, si vous avez vraiment envie de pleurer, il vaut mieux pleurer dans les bras de votre mari ou d'une amie qu'avec votre bébé. Oui, d'accord, je comprends. Est-ce qu'on arrive à mettre un temps sur le deuil? Est-ce que non, moi, vous savez ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que cette approche normative du bon deuil et du mauvais deuil, elle n'est pas intéressante. Elle n'est pas intéressante parce qu'elle enferme et qu'elle empêche de penser. Essayez plutôt de réfléchir en termes d'espace. L'espace que ça va prendre dans votre existence, les pensées, le chagrin, les activités que vous pouvez faire. Est-ce que cette mort, ce décès, est-ce qu'il envahit l'espace? Vous voyez, le temps a bien moins d'importance que ce territoire que la mort occupe. Et ça permet déjà de réfléchir différemment à la différence entre deuil normal et deuil pathologique. L'espace que ça prend. Dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre cœur. Il y a une fête à côté. Oui, non, je crois que c'est mais encore une fois, je sais pas, votre mère était encore avec votre père? Non,
Non, ma mère n'était plus avec mon père, mais pourtant ils étaient très bien séparés. Mes parents, ils se sont jamais aussi bien entendus une fois séparés. Donc elle était là aussi pour l'accompagner. J'entendais tout à l'heure un témoignage d'une dame qui parlait de la perte de sa maman, qui l'accompagnait jusqu'au bout. Nous on l'a accompagnée aussi. Parce que c'est avec elle que vous pouvez aussi beaucoup parler, pleurer. C'est possible, ça aussi. C'est vrai que je me dis aussi de profiter des instants avec mon bébé et elle. Et je réalise qu'elle ne sera pas là éternellement et qu'il faut qu'elle profite, elle. Alors, Ornella, que ce deuil que vous êtes en train de traverser vous permette de comprendre à quel point la vie est précieuse et qu'il faut profiter de chaque instant, parce que de toute façon, c'est très court. C'est exactement ça. Et si vous avez ce message-là, si c'est ça votre philosophie en ce moment, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et que tout va bien. D'accord. Mais ça fait du bien de l'entendre. Mais autorisez-vous tout de même, vous voyez, autorisez-vous tout de même, et j'insiste sur ce point et sur la symbiose mère-enfant, ce que Julia Kristeva appelle la reliance. Autorisez-vous. Si jamais vous avez le sentiment que ça prend trop de place en vous, cette douleur, ce chagrin, que ça s'étend, autorisez-vous à un moment donné à prendre audience auprès d'un psychiatre ou auprès d'un psychologue. Prenez une séance et vous verrez bien ce qu'il vous dit. Demandez un point de vue extérieur de quelqu'un qui pourra avoir un regard clinique sur ce que vous vivez et vous aidera à différencier ce qui serait de l'ordre de la tristesse de ce qui serait de l'ordre de la mélancolie véritable. Vous voyez, autorisez-vous, ça va vous déculpabiliser, ça va vous libérer. On dit dans le doute, abstiens-toi. Je crois qu'en matière de consultation, il n'y a rien de plus faux. Si vous en éprouvez le besoin, hein, c'est pas. Oui. Mais sinon, je crois que vous êtes, ça va. Ça me semble clair. Merci beaucoup. Merci infiniment. On est là pour cette belle clôture. Et puis on va conclure avec Cathy qui vient de nous rejoindre. Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur, Brigitte, parce que moi, il ne s'agit pas d'un deuil physique, il s'agit juste de me séparer de ma fille parce que les médecins me l'ont conseillé. Oula. Parce que votre fille est toxique. Elle est très gravement malade. Parce que ma fille est violente avec moi verbalement, très violente avec moi suite à une situation de divorce entre son père et moi. Et ça devient ingérable pour moi. Et voilà. Et ça vous quel âge elle a ? Elle a 30 ans. Ah, d'accord. Oui. Et son père est pervers Écoutez, c'est la question que je me pose et j'arrive pas du tout à adhérer à cette idée, même si pour autant, en face de moi, c'est ce qui me semble que tout le monde me dit. Si son père est pervers, il est fort probable qu'elle le soit et ça expliquerait qu'elle soit toxique. C'est pour ça, je fais un petit raccourci, mais encore une fois, j'ai pas de preuve de ce que je dis. Hein, c'est juste une analyse comme ça par rapport à ce que vous nous dites. Écoutez, si on vous dit que votre fille vous fait du tort et vous fait du mal, il est évident qu'il faut vous protéger. Ce qui ne veut pas dire... mais j'ai du mal... Quel médecin peut conseiller à quelqu'un de couper un lien ? Là, pour le moment, c'était un médecin généraliste. Ah bon ? Ils sont pleins de bon sens quand même parfois nos médecins. Mais c'est un peu... Non mais attendez, il n'est pas question de faire comme si votre fille était morte là en l'occurrence. Non, on est d'accord. C'est de la mettre à distance pour vous protéger, de sa méchanceté en quelque sorte si je comprends bien. Mais j'arrive pas si vous voulez, à concevoir que mon ex-mari et puis ma fille puissent fonctionner comme ça en face de moi alors que je fais rien pour... Mais parce que Cathy, vous n'avez pas fait des études de psychologie et c'est donc normal que vous ne puissiez pas le concevoir puisque vous pensez que les gens fonctionnent comme vous. Et vous êtes quelqu'un de gentil, qui a le respect de la famille, des gens qu'on aime, et donc ça vous paraît impensable. On me dit tout le contraire. On me dit tout le contraire tout le temps. Je suis méchante, je suis folle. Non, mais c'est pas tout le monde. Des agressions horribles. C'est votre fille qui vous dit ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc vous savez très bien qu'on projette toujours ce qu'on est. Donc votre fille fait une projection sur vous. Vous savez, quelqu'un de malhonnête ou va toujours penser que l'autre va le tromper, va le trahir et va lui piquer de l'argent. Vous connaissez ça. Bon, parce qu'on projette toujours ce qu'on est sur les autres.
Sauf quand on a fait un très très grand travail, mais il n'y a pas grand monde qui l'a fait ce travail. Hein. Donc votre fille, elle est méchante et elle projette que vous êtes la méchante. D'accord. Et donc pour me protéger, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir dans ma vie ou pas. Et moi, ça me fait beaucoup de mal. Et du coup, je m'isole, quoi. Ah oui, mais attendez, là, je vais avoir quand même un peu de nuance. Vous n'êtes obligé à rien. Vous voyez bien, aujourd'hui on a eu une émission où on a parlé à des personnes qui regrettaient d'avoir perdu leurs proches et qui en souffrent terriblement et je pense que c'est pour ça que vous nous appelez dans le fond, Cathy. C'est que vous avez peur, qu'il y ait cette fin. Bah oui, parce que vous avez peur qu'il y ait cette fin du lien, alors que vous avez l'air de l'aimer, votre fille, et ça se passe pas bien. Pour l'instant, peut-être que la vérité, si je peux dire. Bah oui, je comprends. Alors faites-vous accompagner sur ce sujet par quelqu'un d'autre qu'un médecin généraliste qui s'improvise psychiatre, et demandez conseil, faites-vous épauler dans ce processus-là par une personne neutre, extérieure, et peut-être que cette personne vous donnera d'autres manières de communiquer différemment avec votre fille pour pas que ce soit un adieu définitif. Cathy, mais je peux pas communiquer. Non, Cathy, pour l'instant, voilà. Vous avez le droit d'aimer votre fille telle qu'elle a été quand elle était votre bébé, votre petite fille, votre jeune fille. Aujourd'hui, vous êtes face à une adulte qui a envie de vous détruire parce qu'il y a quelque chose de mauvais en elle. Et ce quelque chose de mauvais vient certainement du père. Hein. Vous savez, un enfant, c'est à la fois le père et la mère. Et donc, c'est la part du père qui vient vous détruire. Et donc, vous avez raison je crois que vous avez raison de vous protéger, mais ça ne vous empêche pas de continuer à aimer la fille que vous avez eue. Vous comprenez ? Hein? Donc dites à votre fille, quand vous êtes toute seule face à une photo d'elle, dites-lui: je t'aime ma fille, je suis toujours ta maman, tu pourras revenir quand tu veux. Et puis par rapport à cette femme qui est devenue une méchante femme, eh bien vous vous protégez, vous évitez de la voir. Voilà. D'accord ? Oui. Il faut faire malheureusement la part des choses entre votre fille et cette femme. Je suis d'accord. Comme s'il y avait une part de démon qui soit en elle, et c'est certainement la part du père. Oui. Bon courage, Cathy. Oui, bon courage, Cathy. On fait on fait pas une petite pause. On se retrouvera demain avec Arthur Vernon. On va parler du voyeurisme et de l'exhibitionnisme. Et bravo, on l'a atteint, ce million d'abonnés sur YouTube, je crois. Il me semble. Bonne nouvelle. Et je vais donc les laisser en compagnie de Alexandre pour C'est votre avenir. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.